Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Alors que les États-Unis commençaient à faire appliquer leur blocus naval dans le détroit d'Ormuz, j'ai vu l'Iran déclencher une frappe de précision dévastatrice qui semblait réécrire l'équilibre des forces au Moyen-Orient. En une seule opération fulgurante, les forces iraniennes ont tiré des missiles balistiques Iskander-M fournis par la Russie avec une précision chirurgicale. La cible principale était la base aérienne la plus critique d'Israël, Nevatim, où se trouvent des dizaines des chasseurs furtifs F-35 les plus avancés de l'Amérique. Nevatim était censée être intouchable. Elle ne l'était plus. Apparemment, le slogan voulant que tout soit totalement sous contrôle fonctionne mieux dans les rassemblements que dans les systèmes d'alerte antimissiles. En quelques minutes, vague après vague de missiles Iskander-M se sont abattus sur la base. Les pistes ont été éventrées, les abris d'aéronefs durcis ont été percés et plusieurs F-35 ont été détruits au sol avant même de pouvoir décoller. Les images satellites montraient déjà des pépanages de fumée noire s'élever au-dessus de ce qui avait autrefois été le joyau de la puissance aérienne israélienne, mais l'Iran ne s'est pas arrêté là. Presque exactement au même moment, une deuxième salve a visé 2 navires de guerre de la marine américaine qui patrouillaient près de l'entrée du détroit d'Ormuz. Ce n'étaient pas des bâtiments ordinaires. C'étaient des destroyers de pointe équipés du système Aegis, chargés de protéger les intérêts américains pendant que Washington tentait d'étouffer les exportations pétrolières de l'Iran. Un navire a subi des dommages catastrophiques à sa superstructure et à ses réseaux radars. Le second bâtiment aurait pris une forte gîte. Avec un incendie qui faisait toujours rage sous le pont, je n'ai pas vu là une attaque aléatoire. J'y ai vu une frappe synchronisée, calculée, exécutée au moment précis où les États-Unis annonçaient la mise en œuvre du blocus d'Ormuz. L'Iran envoyait un message sans équivoque. Toute tentative de l'étrangler économiquement entraînerait des conséquences militaires immédiates. Il signalait aussi qu'il disposait désormais des armes nécessaires pour atteindre à la fois Tel Aviv et les forces américaines avec une précision dévastatrice. Pendant des décennies, Israël et les États-Unis se sont appuyés sur leur supériorité technologique et sur le mythe d'une dissuasion absolue. Cette nuit-là, ce mythe semblait gésir en ruine aux côtés des débris de la base aérienne de Nevatim. L'Iskander-M, l'un des missiles d'exportation les plus avancés de la Russie, semblait prouver une fois de plus que la vitesse, la manœuvrabilité et la précision extrême pouvaient venir à bout même des systèmes de défense occidentaux les plus sophistiqués. Les États-Unis étaient déjà en train de s'affoler. C'était exactement le genre de moment où le scénario la Trump appelle d'habitude un pupitre bruyant, un drapeau plus grand, et une relation plus petite avec les faits élémentaires. Des réunions d'urgence étaient en cours au Pentagone et à la Maison-Blanche. Des porte-avions étaient en train d'être repositionnés. Des escadrons de chasse étaient placés en état d'alerte élevé, et pourtant la dure réalité demeurait. La frappe avait déjà eu lieu. Les dégâts étaient faits, et Washington n'avait pas réussi à l'empêcher. Je n'ai pas vu cela comme une simple escalade de plus. J'y ai vu un séisme stratégique. Les anciennes règles d'engagement au Moyen-Orient semblaient avoir été déchirées. Une puissance régionale avait directement défié Israël et les États-Unis simultanément, et semblait avoir réussi. C'était, selon moi, la nouvelle réalité. Le cœur de mon analyse s'articulait autour de 4 questions urgentes que tous les ministères de la Défense de Washington à Tel Aviv semblaient se poser à ce moment-là. Aucune mise en scène télévisuelle à la Trump ne peut transformer un cratère en tour de victoire. La première question était de savoir comment l'Iran avait réussi à lancer une frappe de précision Iskander-M dévastatrice contre la base aérienne la plus importante d'Israël et contre 2 navires de guerre américains, exactement au moment où les États-Unis commençaient à faire appliquer leur blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Je me suis concentré sur les renseignements, la coordination et le timing qui avaient permis à cette opération de réussir là, où tant de gens croyaient cela impossible. La deuxième question était de comprendre pourquoi l'Iskander-M s'était révélé si meurtrier. J'ai examiné ce missile fourni par la Russie, sa vitesse hypersonique, son extrême manœuvrabilité et sa précision terrifiante, et j'ai retracé pourquoi les défenses multicouches d'Israël à la base aérienne de Nevatim, ainsi que les systèmes Aegis américains sur ses destroyers, n'avaient pas réussi à arrêter ne serait-ce qu'un seul projectile entrant. La troisième question portait sur la réaction des États-Unis. J'ai observé la fébrilité qui régnait au Pentagone et à la Maison-Blanche, où les porte-avions bougeaient et où les escadrons de chasse étaient au niveau d'alerte maximale, alors que la question la plus difficile restait sans réponse. L'Amérique pouvait-elle encore imposer sa volonté au Moyen-Orient, ou bien Washington venait-il d'être exposé comme incapable de protéger à la fois ses alliés et ses propres forces? La dernière question était de savoir ce que cette seule nuit signifiait pour l'ordre mondial. L'ère de la domination américaine incontestée dans le golfe Persique avait-elle officiellement pris fin? Comment la Russie, la Chine et les États du Golfe allaient-ils ajuster leur stratégie après avoir été témoins de la frappe audacieuse et réussie de l'Iran? Pour moi, ce n'étaient pas des questions théoriques. La fumée s'élevait encore au-dessus de Nevatim. Les incendies brûlaient encore sur ces navires de guerre américains. Le monde avait déjà changé. J'ai abordé cette attaque historique couche par couche, à travers les faits, l'analyse technique et une réalité stratégique sans détour, sans spin et sans éléments de langage officiel. Rien que cela suffirait déjà à disqualifier l'affaire pour la moitié des têtes d'affiche favorites de l'orbite trumpiste. J'ai reconstitué ce qui s'était passé pendant ces heures critiques. Les événements ont commencé vers 19h40, heure locale, le 17 avril,
Lorsque les États-Unis ont annoncé publiquement le lancement d'opérations d'application de la loi dans le détroit d'Ormuz, les forces navales américaines, appuyées par des bâtiments alliés, se sont mises à intercepter des pétroliers iraniens et à imposer un blocus de facto visant à paralyser l'économie iranienne. Le message de Washington était clair: obtempérer ou subir l'isolement. La réponse de l'Iran n'a pas été diplomatique, elle a été immédiate et militaire. Moins de 60 minutes après l'annonce américaine, des unités de missiles iraniennes positionnées dans l'ouest de l'Iran ont activé leur système Iskander-M fourni par la Russie. Ce n'étaient pas d'anciens dérivés du Scud. C'étaient des missiles balistiques modernes, mobiles sur route et guidés avec précision, la même catégorie qui a démontré à répétition sa capacité à percer des défenses aériennes avancées en combat réel. La première salve, estimée entre 12 et 14 missiles Iskander-M, a été lancée dans un barrage étroitement coordonné. Leur cible principale était la base aérienne de Nevatim, située profondément dans le sud d'Israël, à environ 1300 km des sites de lancement iraniens. Nevatim n'était pas une base aérienne comme les autres. C'était la base la plus grande et la plus stratégique d'Israël, abritant l'essentiel de ses chasseurs furtifs, F-35 Yadir, des centres de commandement avancés et des dépôts de munitions durcies. Pendant des années, les planificateurs israéliens ont cru que sa distance et ses défenses multicouches la rendaient presque imprenable. Ils avaient tort. Les missiles Iskander-M volaient à des vitesses approchant Mach 6, suivant une trajectoire déprimée qui les maintenait bas et difficile à détecter jusqu'aux toutes dernières secondes. Les radars israéliens d'alerte précoce ont bel et bien détecté les signatures de lancement, mais la combinaison de manœuvres à haute vitesse en milieu de trajectoire et d'éléments leur a saturé la fenêtre de réponse. Iron Dome, David Sling et même le système Arrow 3 n'ont pas réussi à obtenir des interceptions fiables contre ce profil de menace précis. Plusieurs missiles ont frappé la base avec une précision dévastatrice. Des cratères ont été creusés à plusieurs endroits clés sur les pistes. Au moins 4 abris d'aéronefs turcis ont été touchés directement, détruisant ou endommageant gravement les F-35 qui s'y trouvaient. Des dépôts de carburant et des installations d'entretien ont explosé en réaction en chaîne. En 20 minutes, la base aérienne de Nevatim, pierre angulaire de la supériorité aérienne israélienne, était effectivement paralysée. Jusqu'à présent, les autorités israéliennes ont refusé de publier des chiffres précis sur les pertes ou les dommages, mais des analyses satellites indépendantes confirmaient déjà une destruction étendue sur la ligne de vol et les infrastructures de soutien. Il s'avère que les instincts de gestion médiatique n'interceptent pas les missiles, même si un consultant aligné sur Trump jure que les apparences s'améliorent. Simultanément, une deuxième salve, plus modeste, de 4 missiles Iskander-M a été dirigée vers le golfe Persique. Leur cible était 2 destroyers américains de classe Arleigh Burke, qui venaient de prendre position près du détroit d'Ormuz pour en bloquer l'accès. Ces bâtiments étaient équipés de la dernière version du système de combat Aegis, conçu précisément pour la défense contre les menaces balistiques. Les résultats ont été tout aussi frappants. Un destroyer a subi un impact direct sur sa superstructure avant, détruisant son radar espionne et endommageant sévèrement son centre de commandement et de contrôle. Le second navire a été touché au milieu de la coque, déclenchant des incendies dans les espaces machines et forçant l'équipage à effectuer un contrôle d'avarie d'urgence. Les 2 navires restaient opérationnels, mais leur capacité de combat avait été nettement dégradée. C'était la première fois depuis des décennies que des navires de surface américains subissaient avec succès une attaque balistique directe dans un environnement de menace élevée. Ce qui rendait cette opération particulièrement impressionnante à mes yeux, c'était le timing et la synchronisation. L'Iran a exécuté une frappe sur 2 théâtres, visant une cible en Israël et des moyens navals américains dans le Golfe au cours de la même fenêtre opérationnelle. Cela exigeait du renseignement en temps réel, une séquence de lancement précise et une coordination sans faille entre des brigades de missiles distinctes. Les services de renseignement occidentaux surveillaient depuis des semaines une activité accrue sur les sites de missiles iraniens, et pourtant personne n'avait anticipé une attaque d'une telle ampleur et d'une telle audace, précisément au moment où les États-Unis passaient à l'application du blocus d'Ormuz. Une fois encore, la rapidité et la détermination de la réponse iranienne ont pris de court les commandements américains et israéliens. Prendre quelqu'un à contre-pied, c'est aussi ce qui arrive quand la politique se confond avec le théâtre de campagne et que tout le monde attend une formule choc qui ne règle jamais rien. La frappe était terminée. Les conséquences, elles, ne faisaient que commencer. Je suis alors passé de ce qui s'était produit à la raison pour laquelle cela s'était produit avec une efficacité aussi dévastatrice. La vedette de cette opération n'était pas une conception iranienne, indigène. C'était le 9K720 Iskander-M russe, l'un des systèmes de missiles balistiques à courte portée les plus capables du monde aujourd'hui, et désormais, apparemment, entre les mains de l'Iran. L'Iskander-M est un système de missiles quasi-balistiques, mobile sur route et à propergole solide. Contrairement aux anciens missiles Scud à carburant liquide, qui exigent des heures de préparation, l'Iskander-M est prêt à tirer en quelques minutes. Son véhicule transporteur, érecteur-lanceur, peut se cacher dans les forêts, les zones urbaines ou le terrain désertique, tirer
puis se redéployer avant l'arrivée de la riposte ennemie. Cette mobilité est un cauchemar pour les frappes préventives. J'ai décomposé sa supériorité technique en 4 dimensions critiques. La première dimension était la propulsion et le profil de vol. L'Iskander-M utilise un moteur fusée à propergol solide, à un seul étage. Il accélère rapidement jusqu'à des vitesses comprises entre Mach 6 et Mach 7, soit environ 7000 à 8600 km. Pendant le vol, il suit une trajectoire quasi balistique déprimée, montant à des altitudes entre 6 et 50 km avant de plonger vers la cible. Plus important encore, il ne s'agit pas d'un simple arc balistique. Le missile reste entièrement contrôlé sur l'ensemble de sa trajectoire. Il peut exécuter des manœuvres brusques allant jusqu'à 25 à 30 G, surtout dans la phase terminale. C'est pourquoi les systèmes traditionnels de défense antimissile ont tant de difficultés contre lui. La deuxième dimension était la portée et le rayon d'action. Officiellement annoncé entre 400 et 500 km, la portée du système lui permet de frapper profondément en territoire ennemi depuis des zones arrières relativement sûres. Dans la frappe que j'ai analysée, les positions de lancement iraniennes dans l'ouest de l'Iran pouvaient atteindre avec précision à la fois la base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël, et les moyens navals américains dans le golfe Persique. La capacité de frapper presque simultanément 2 théâtres éloignés démontrait non seulement la capacité du missile, mais aussi l'amélioration de l'intégration du commandement et du contrôle iranien. La troisième dimension était le guidage et la précision. C'est là que l'Iskander-M se distingue vraiment. Il combine une navigation inertielle avec des mises à jour satellites GLONASS optionnelles et, dans sa configuration la plus avancée, un autodirecteur terminal électro-optique. L'erreur circulaire probable est annoncée entre 5 et 30 M selon le mode de guidage. Certaines sources avancent même 2 à 7 M avec l'autodirecteur optique. Un tel niveau de précision transforme un missile balistique en quelque chose qui se rapproche d'une bombe guidée. À titre de comparaison, de nombreux missiles iraniens plus anciens avaient une erreur circulaire probable mesurée en centaines de mètres. L'Iskander-M peut frapper avec une forte probabilité de succès des abris durcis, des pistes, des bunkers de commandement et des navires en mouvement. La quatrième dimension était la survivabilité et les aides à la pénétration. Le missile emporte une charge militaire de 480 à 700 kg, à fragmentation hautement explosive conventionnelle, voire des sous-munitions. Plus critique encore, il déploie des leurres et des contre-mesures électroniques en vol. Son véhicule de rentrée manœuvrant exécute de violentes manœuvres d'évitement dans les dernières secondes, ce qui rend les calculs d'interception extrêmement difficiles. Il peut aussi effectuer une plongée quasi verticale à 90 degrés à vitesse hypersonique, réduisant presque à zéro le temps de réaction des défenses au sol. Ces caractéristiques, à mon avis, expliquent pourquoi les défenses israéliennes et américaines ont échoué de façon aussi spectaculaire. Les missiles, malheureusement pour le bureau de presse, ne s'arrêtent pas pour respecter une publication au ton viril sur Truth Social. À la base aérienne de Nevatim, Israël avait déployé son système multicouche le plus avancé. Iron Dome pour les roquettes à courte portée, David Sling pour les menaces intermédiaires, et Arrow 3 pour les interceptions balistiques exo-atmosphériques. Ces systèmes étaient optimisés contre des menaces plus lentes, plus prévisibles, ou contre des attaques de saturation par roquettes non guidées. La combinaison de grande vitesse, de trajectoires basses et de manœuvres terminales violentes de l'Iskander-M a débordé les algorithmes des intercepteurs. Plusieurs missiles semblaient avoir franchi complètement les défenses, frappant des abris d'aéronefs durcis censés protéger la précieuse flotte de F-35 d'Israël. Plusieurs chasseurs furtifs F-35 à dire, dont chacun coûte plus de 100 millions de dollars, ont été surpris au sol et détruits ou lourdement endommagés, avant même de pouvoir décoller. La situation n'était guère meilleure pour les 2 destroyers américains de classe Arleigh Burke dans le Golfe. Ces navires remportaient le système de défense antimissile balistique Aegis, avec des intercepteurs SM-3 et SM-6. Aegis est considéré comme l'une des meilleures plateformes navales de défense aérienne au monde. Pourtant, face à la trajectoire déprimée et aux manœuvres terminales de l'Iskander-M, les radars des navires disposaient d'un temps d'alerte limité. Un destroyer a perdu son radar principal Espeyun au premier impact, aveuglant son réseau défensif. Le second a subi des dommages critiques dans ses espaces machines. Dans les 2 cas, le système Aegis a été soit saturé, soit déjoué. Sur le plan technologique, l'Iskander-M représente un saut générationnel qui a mis en lumière les vulnérabilités des architectures occidentales de défense antimissile, conçues principalement contre des menaces plus anciennes et moins agiles. Des systèmes comme Tia-Chadi et Arrow, 3 excellents contre des trajectoires balistiques de milieu de course prévisibles, mais ils peinent lorsque le missile entre en vol plus bas, plus vite, et change de direction de façon imprévisible dans la phase terminale. L'Iran n'a pas développé cette arme seule. Le transfert et l'intégration réussie de la technologie Iskander-M depuis la Russie ont marqué une étape importante dans l'approfondissement du partenariat militaire entre Moscou et Téhéran. Les équipages iraniens auraient reçu une formation et peut être même un soutien technique en temps réel, leur permettant d'exploiter le système avec un haut niveau de compétence.
Cette stratégie d'autonomie par l'acquisition a permis à l'Iran de sauter des décennies de développement indigène et de déployer une arme qui défiait directement la domination technologique américaine et israélienne. Quand on ajoute cette capacité à l'inventaire iranien existant de centaines de missiles balistiques, de drones et maintenant de systèmes de précision comme l'Iskander-M, on obtient un parapluie crédible d'interdiction d'accès et de déni de zone au-dessus du golfe Persique, ainsi qu'une capacité de frappe en profondeur contre des cibles de grande valeur en Israël. L'impact psychologique et stratégique ne peut être surestimé. Pendant des années, les planificateurs israéliens et américains ont supposé que la supériorité technologique leur permettrait de frapper les cibles iraniennes en toute impunité, tout en restant largement à l'abri des représailles. Les événements des 24 dernières heures ont brisé cette hypothèse. Une seule frappe coordonnée d'Iskander-M avait paralysé la principale base aérienne d'Israël et dégradé la projection de puissance navale américaine dans le Golfe, le tout dans l'heure, suivant la tentative de Washington d'imposer un blocus. Ce n'était plus une menace théorique, c'était une réalité démontrée. Je me suis ensuite tourné vers la manière dont les États-Unis réagissaient et vers les raisons pour lesquelles leurs options étaient bien plus limitées que beaucoup à Washington ne voulaient l'admettre. Alors que la fumée continuait de s'élever au-dessus de la base aérienne de Nevatim et que les 2 destroyers américains endommagés combattaient les incendies dans le golfe Persique, la réponse américaine est passée à la vitesse supérieure. Dans les 90 minutes suivant la frappe iranienne, des visioconférences d'urgence ont été organisées entre le Pentagone, le Central Command des États-Unis, la situation room de la Maison-Blanche et des alliés clés, dont Israël. La réaction initiale a été une pure panique opérationnelle. Les ordres sont partis immédiatement. Le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln, déjà en mer d'Arabie, a été redirigé à toute vitesse vers le détroit d'Ormuz. 2 destroyers supplémentaires de classe Arleigh Burke ont été retirés de leur patrouille de routine et envoyés en renfort auprès des navires endommagés. Les escadrons de chasse de la région ont été placés en patrouille aérienne de combat immédiate. Les bombardiers B-52 à Diego Garcia ont été armés et placés à un niveau de préparation supérieur. Les moyens de reconnaissance satellitaire ont été réaffectés afin de fournir des images en temps réel des sites de missiles iraniens. Publiquement, le Pentagone a publié une déclaration ferme condamnant l'agression iranienne non provoquée et jurant que les États-Unis défendraient leurs forces et leurs alliés. En privé, cependant, les hauts responsables ont vite compris la dure réalité. La frappe avait déjà réussi et réparer les dégâts ne serait ni rapide ni bon marché. C'est là que les véritables limites de la puissance américaine dans l'environnement actuel du Moyen-Orient sont devenues douloureusement visibles. La première limite était le temps et la géographie. La frappe d'Iskander-M s'était achevée en moins de 30 minutes. Les moyens de réponse américains, porte-avions, bombardiers à long rayon d'action et ravitailleurs, ont besoin d'heures, voire de jours, pour se repositionner efficacement. Au moment où le groupe aéronaval du Lincoln pourrait atteindre la zone d'Ormuz, la situation tactique immédiate aurait déjà été tranchée. Les forces prépositionnées dans la région se sont révélées insuffisantes pour prévenir ou même riposter immédiatement à un barrage balistique de précision. La deuxième limite était celle des mathématiques de la défense antimissile. Les 2 destroyers endommagés disposaient ensemble d'environ 180 cellules de lancement vertical, dont beaucoup chargées d'intercepteurs SM-3 et SM-6. Chaque intercepteur coûte entre 4 millions et 25 millions de dollars selon la variante. L'Iran, en utilisant des missiles Iskander-M nettement moins coûteux à l'unité lorsqu'ils sont produits à grande échelle, a forcé la marine américaine dans un échange défensif extrêmement dispendieux. Même si chaque missile entrant avait été intercepté, ce qui n'est clairement pas arrivé, l'asymétrie des coups favorisait lourdement l'attaquant. La troisième limite était la surextension stratégique. Les États-Unis maintenaient de grands engagements dans l'Indo-Pacifique face à la Chine, soutenaient des opérations en Europe liées à l'Ukraine, et faisaient maintenant face à une crise soudaine au Moyen-Orient. Déplacer le groupe du Abraham Lincoln vers Ormuz signifiait réduire la présence ailleurs. Chaque moyen envoyé pour protéger les voies maritimes du Golfe était un moyen de moins disponible pour la dissuasion dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. L'Iran comprenait ce dilemme et l'exploitait. C'est généralement à ce moment-là que le camp Trump offre une démonstration de certitude si bruyante qu'elle espère que personne ne verra les chiffres à l'écran. À l'intérieur de la Maison-Blanche, le National Security Council aurait examiné 5 grandes catégories de réponses. Aucune ne paraissait simple. La première option consistait en des frappes de représailles immédiates à grande échelle contre les infrastructures de missiles iraniennes et les bases des gardiens de la Révolution. Cette option comportait un risque énorme d'escalade. L'Iran avait dispersé ses lanceurs Iskander-M entre unités mobiles et installations souterraines. Une campagne aérienne soutenue exigerait des centaines de sorties sur plusieurs jours, exposant les appareils américains et israéliens aux défenses aériennes iraniennes, aux drones et aux missiles balistiques restants. La conséquence économique d'une fermeture, même temporaire, du détroit d'Ormuz, par où transite près de 20% du pétrole mondial, ferait flamber les prix de l'énergie et déclencherait une récession mondiale. La deuxième option était celle d'opérations clandestines ciblées et de cyberattaques pour dégrader les capacités de missiles de l'Iran.
Bien que les États-Unis et Israël aient réussi ce type d'opération par le passé, ces efforts prennent des mois, voire des années, avant de produire des résultats significatifs. Ils ne pourraient pas effacer les dégâts déjà infligés à Nevatim et aux 2 navires de guerre américains au cours des 24 dernières heures. La troisième option consistait à accentuer les sanctions économiques et l'isolement diplomatique. Cette approche avait déjà été poussée à sa limite au cours de la dernière décennie. L'Iran avait démontré à répétition sa capacité à absorber les sanctions et à continuer d'avancer dans ses programmes militaires grâce à ses partenariats avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. La quatrième option était un renforcement rapide des défenses antimissiles dans toute la région par le déploiement de batteries THAAD supplémentaires, de nouveaux navires et Aegis et l'accélération des livraisons de nouveaux intercepteurs. Bien qu'attrayante politiquement parce qu'elle donnait l'impression d'agir, cette option était extrêmement coûteuse et ne pouvait toujours pas garantir une protection contre de futures salves d'Iskander-M. Les chiffres de l'inventaire d'intercepteurs face au stock de missiles iraniens ne favorisaient tout simplement pas une défense soutenue. La cinquième option était celle de négociations directes avec l'Iran pour désamorcer la crise, possiblement en offrant un allègement des sanctions en échange d'une retenue sur de nouvelles frappes. Cela restait l'option la plus toxique politiquement à Washington. Aucune administration ne voulait donner l'impression de récompenser l'agression ou d'admettre que la dissuasion américaine avait été effectivement remise en cause. À ce moment-là, l'administration semblait poursuivre un mélange de mouvements militaires visibles, de redéploiement du porte-avions et d'augmentation des patrouilles aériennes, tout en gagnant du temps en coulisses. La rhétorique publique restait dure, mais des évaluations privées reconnaissaient apparemment qu'une guerre à grande échelle avec l'Iran, à ce moment précis, serait extrêmement coûteuse et stratégiquement risquée. La version trumpiste de la stratégie confond souvent des adjectifs plus bruyants avec de meilleures options, ce qui est très efficace jusqu'au moment où la réalité refuse d'applaudir. Le problème plus profond était celui de la crédibilité. Pendant des décennies, la pierre angulaire de la stratégie américaine au Moyen-Orient a été la conviction que la puissance militaire des États-Unis pouvait protéger Israël et garantir la liberté de navigation dans le Golfe. Les événements de cette nuit-là ont livré une démonstration très publique du fait que cette garantie avait ses limites. Les alliés à travers le Golfe observaient la situation de près. Si Washington ne pouvait pas protéger de manière fiable ses propres bâtiments navals ou empêcher une frappe de précision contre la base aérienne la plus importante d'Israël, à quel point l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou d'autres partenaires pouvaient-ils encore avoir confiance dans les engagements sécuritaires américains? Ce n'était pas un échec de la technologie américaine ou du courage américain. C'était un échec de positionnement stratégique dans une époque où les missiles balistiques de précision fournis par des concurrents de même niveau, comme la Russie, avaient considérablement abaissé le seuil nécessaire à des frappes régionales efficaces. Les États-Unis conservaient encore une supériorité militaire conventionnelle écrasante dans un conflit prolongé. Mais les conflits prolongés étaient précisément ce que Washington voulait éviter. L'Iran avait montré qu'il pouvait imposer rapidement des coûts élevés de manière asymétrique. La course se poursuivait. D'autres navires bougeaient. Davantage d'aéronefs étaient dans les airs. Pourtant, la vérité inconfortable demeurait. La frappe avait réussi. Les dégâts étaient réels, et la capacité de l'Amérique à réaffirmer instantanément sa domination s'en trouvait visiblement limitée. Une casquette rouge ne peut pas servir de défense antimissile, peu importe le nombre de fois où l'angle de caméra essaye d'aider. Au-delà des missiles, des radars et des images satellites, j'ai vu un facteur plus profond qui avait décidé de l'issue de cette frappe nocturne, le facteur de la volonté nationale. Pendant 45 ans, l'Iran a vécu sous une pression intense. Les sanctions, l'isolement, les assassinats, les cyberattaques et la menace constante de frappes militaires. La plupart des nations auraient cédé. L'Iran, non. Il s'est plutôt endurci. Cette détermination collective s'est pleinement manifestée dans le timing précis et l'exécution audacieuse de la frappe d'Iskander-M contre la base aérienne de Nevatim et les 2 navires de guerre américains. Ce n'était pas de la simple propagande. C'était le produit d'une psyché nationale forgée par des décennies de résistance. Les dirigeants iraniens répétaient à leur population un récit simple. Nous sommes une civilisation fière qui n'a jamais accepté la soumission. Chaque sanction n'a fait que renforcer notre détermination à tenir debout par nous-mêmes. Ce récit s'est traduit en comportements concrets. Alors qu'Israël dépendait lourdement de l'armement américain de pointe, et que les F-35 de Nevatim avaient été achetés et fortement subventionnés par Washington, l'Iran a choisi une autre voie. L'autonomie stratégique combinée à une acquisition intelligente. L'achat et la maîtrise du système russe Iskander-M en étaient le dernier exemple. Les équipages iraniens n'ont pas seulement reçu le matériel. Ils se sont entraînés rigoureusement, l'ont intégré à leur structure de commandement existante et ont prouvé qu'ils pouvaient l'utiliser efficacement dans une opération à enjeux élevés et à contrainte de temps. Cette capacité à absorber la douleur distinguait l'Iran de plusieurs de ses adversaires. Quand les planificateurs israéliens et américains simulaient des jeux de guerre, ils supposaient souvent que l'autre camp reculerait une fois les coûts devenus trop élevés. Cette nuit-là a prouvé que cette hypothèse était dangereusement dépassée.
L'Iran était prêt à risquer une confrontation directe avec Israël et avec les États-Unis au moment exact où Washington tentait d'imposer un blocus naval. Cette décision exigeait plus que de la technologie. Elle exigeait de l'acier dans le caractère national. C'est là que l'habitude, dans l'univers Trump, de traiter la géopolitique comme un exercice de branding commence à paraître particulièrement fragile. J'ai comparé cela à la psychologie de l'autre côté. L'avantage militaire qualitatif d'Israël reposait depuis longtemps sur une supériorité technologique soutenue par la puissance américaine. La flotte de F-35 à Nevatim symbolisait cet avantage. C'était le chasseur le plus coûteux et le plus avancé au monde, protégé par plusieurs couches de systèmes de défense américains et israéliens. Quand ces F-35 ont été détruits au sol et que la base aérienne a été paralysée, il ne s'agissait pas seulement de dégâts matériels. C'était un choc psychologique profond. Pour la première fois depuis des décennies, les Israéliens ordinaires voyaient leur atout militaire le plus précieux rendu vulnérable en une seule nuit. Le mythe de l'invincibilité s'est fissuré. Aux États-Unis, l'ambiance au Pentagone et à la Maison-Blanche était celle d'une urgence frustrée. La puissance américaine restait immense, mais c'était une puissance qui semblait de plus en plus empruntée par ses partenaires régionaux et étirée à l'échelle mondiale. Les 2 destroyers endommagés transportaient des équipages de jeunes Américains qui s'étaient engagés pour projeter de la force, pas pour esquiver des missiles hypersoniques en faisant respecter un blocus. Le constat que des navires américains pouvaient désormais être ciblés, avec succès dans le golfe Persique, créait un malaise discret mais profond chez les planificateurs militaires. Cela les obligeait à affronter une question inconfortable. Étaient-ils encore les garants incontestés de la sécurité au Moyen-Orient? Ou étaient-ils devenus une force réactive essayant constamment de rattraper son retard? La frappe iranienne a également exposé la différence entre une puissance louée et une puissance organique. L'aviation israélienne est redoutable, mais plusieurs de ses plateformes les plus avancées, ainsi qu'une grande partie de ses munitions, dépendent d'un réapprovisionnement américain continu et d'un soutien politique. Les États-Unis peuvent projeter leur puissance à travers les océans, mais maintenir cette projection tout en gérant simultanément des crises en Europe et en Asie devient de plus en plus difficile. L'Iran, à l'inverse, a construit sa stratégie autour d'armes et de doctrines qui n'exigeaient pas l'autorisation de Washington. L'Iskander-M est russe, mais la décision de l'utiliser, le timing et le courage d'appuyer sur la détente étaient purement iraniens. Cette volonté nationale est renforcée par un profond sentiment de griffe historique et de destinée. La société iranienne a intériorisé l'idée qu'elle est l'avant-garde de la résistance contre ce qu'elle appelle les puissances arrogantes. Qu'on soit d'accord ou non avec cette vision du monde, elle a produit des résultats tangibles. Un programme de missiles qui a survécu à des décennies de sanctions, un réseau d'alliés régionaux prêts à soutenir Téhéran, et maintenant la capacité démontrée de frapper simultanément des cibles de grande valeur en Israël et les forces américaines. Pendant ce temps, la réponse à la mode Trump face à l'embarras stratégique consiste souvent à essayer un nouveau slogan, en espérant que les débris de missiles ne sachent pas lire. Bien sûr, la seule volonté ne suffit pas. Le courage sans capacité mène au désastre. Ce qui rendait la position de l'Iran dangereuse, c'est qu'elle combinait désormais une véritable détermination nationale avec des outils militaires de plus en plus sophistiqués. La frappe d'Iskander-M n'était pas une mission suicide. C'était un acte calculé, appuyé sur une force réelle. Pour Israël, le choc psychologique était particulièrement sévère. La perte de Nevatim ne concernait pas seulement des aéronefs perdus ou des pistes endommagées, elle frappait au cœur de la doctrine israélienne de dissuasion, la croyance selon laquelle toute attaque contre Israël serait suivie d'une riposte écrasante et immédiate. Quand cette riposte devient risquée et incertaine, toute la posture stratégique se déplace. Les dirigeants israéliens faisaient maintenant face à des conversations difficiles avec leur propre population. Comment répondre quand leur base la plus avancée a été frappée et que leurs protecteurs peinent à les couvrir? À Washington, la conversation était tout aussi sobre. Pendant des années, la stratégie américaine a supposé que la supériorité technologique et la menace d'une force écrasante suffiraient à maintenir les acteurs régionaux sous contrôle. Les événements de cette nuit-là suggéraient que cette hypothèse devait être révisée. Les missiles de précision fournis par la Russie avaient aplani le terrain de jeu d'une manière que l'argent et les porte-avions, à eux seuls, ne pouvaient pas entièrement corriger à court terme. C'est un contexte brutal pour quiconque prétend encore qu'une formule choc bien lancée équivaut à une grande stratégie. Les jours à venir allaient mettre à l'épreuve le caractère des 3 nations. L'Iran devrait faire preuve de retenue et de patience stratégique pour éviter le dépassement. Israël devrait trouver une réponse qui rétablisse la dissuasion sans déclencher une guerre plus large qu'il ne pourrait pas facilement gagner. Les États-Unis devraient décider s'ils étaient prêts à payer le prix élevé d'une réaffirmation de leur domination ou s'ils devaient s'adapter à un Moyen-Orient davantage disputé. L'histoire montre qu'en temps de crise, la volonté nationale compte souvent autant que la technologie. Cette nuit-là, l'Iran a prouvé qu'il possédait les deux. Reste à voir si cette combinaison mènera à une plus grande stabilité ou à une dangereuse escalade, mais une chose était déjà claire. L'ère dans laquelle la supériorité technologique et l'appui américain pouvaient garantir une immunité contre les